Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur Public Sénat ce matin pour Territoire d'Info. Manuel Valls est notre invité aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Ancien Premier ministre, aujourd'hui député apparenté La République En Marche. Ils ont bravé la neige, le froid pour vous interroger ce matin. Nathalie Moré du groupe EBRA, bonjour, merci d'être avec nous également. Et Marcelo Vesfred du Figaro, bonjour à tous les deux. Justement sur la neige et la pagaille liée à la neige aujourd'hui, Manuel Valls, l'Île-de-France notamment paralysée, des bouchons records hier soir, des Français qui ont passé la nuit dans leur voiture. Est-ce que c'était vraiment impossible d'anticiper cette neige qui était pourtant annoncée depuis plusieurs jours? D'abord, il faut penser à tous ceux qui se trouvent encore dans des conditions très, très difficiles, à ceux qui ont passé peut-être la nuit dans leur véhicule, à ce qu'on appelle les naufragés de la route, et puis à tous les services publics, à tous les agents de nos services publics, de l'État ou des collectivités territoriales ou des transports qui sont engagés. Je me pose toujours la question de l'anticipation, y compris quand j'étais dans des fonctions gouvernementales. Pourquoi on n'arrive pas à anticiper davantage? On ne peut pas éviter qu'il neige, bien évidemment, mais faire comme ça a d'ailleurs été le cas, je crois que c'était une bonne décision, par exemple, dans mon département de l'Essonne, où la préfète a anticipé avec les maires, par exemple, le fait que les élèves, les enseignants, les personnels des écoles sortent hier beaucoup plus tôt dans l'après-midi. Il y a un problème d'anticipation. Et puis je pense qu'il y a toujours, malgré les moyens qui ont été annoncés, qui sont mis, mais il faut du temps, il y a un problème sur nos moyens de transport, sur les réseaux ferroviaires, qui ont déjà vécu des moments difficiles avec des inondations, qu'il faut rénover profondément. Ça doit être la grande priorité des années qui viennent en Île-de-France, plus que jamais. On ne peut pas empêcher la neige de tomber, effectivement, mais on peut passer des messages d'alerte assez tôt pour que les gens ne prennent pas leur voiture ou n'aillent pas travailler. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ça, il faut le demander aux responsables. Ça a été fait ce matin. Est-ce que ça aurait dû être fait hier? Sans doute, puisque Météo France avait déjà annoncé cet épisode. Je ne donnerai pas de leçons à l'administration, à la haute administration, à ceux qui gouvernent. Aujourd'hui, nous avons été confrontés à ce type de problème. Justement, ce n'est pas la première fois. Non, mais dans la grande métropole, jamais à tirer les leçons de ce qui se passe? C'est une bonne question. Dans la grande métropole, dans les grandes métropoles, à la campagne, dans le monde rural ou périurbain, on a sans doute plus l'habitude d'anticiper ce type de mouvement. Dans la grande métropole, et notamment parisienne, qui est très vite bloquée, alors que nous n'avons jamais bénéficié de moyens aussi modernes de communication, il faut davantage anticiper. En tout cas, aujourd'hui, la priorité, c'est d'être aux côtés de ceux qui sont en difficulté et d'anticiper, puisqu'on parle encore d'épisodes neigeux et de grands froids en fin de semaine, c'est rendez-vous. Manuel Valls, sur un autre sujet d'actualité, c'est la Corse. Hier, le président de la République s'est rendu à Ajaccio pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. À cette occasion, la veuve du préfet s'est exprimée. Elle a eu des mots très forts pour dire que la République ne devait pas oublier et pour dire aussi que, contrairement à ce qu'on entend ou ce qu'on lit, la page ne doit pas être tournée. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que quand même, maintenant que la justice est passée, il ne faut pas quand même faire des gestes d'apaisement? Je connais Dominique Erignac, ses enfants, ils sont d'une dignité incroyable. Et les mots hier, Dominique Erignac, mais avaient une force bien plus importante que celle de tous les responsables politiques, et avec le plus grand respect, y compris que celle du président de la République. Et c'est normal, c'est la veuve, c'est la femme de Claude Erignac. Et quand elle a dit qu'oublier un crime, c'est un crime, elle avait raison. On ne peut pas tourner la page. J'étais ce week-end dernier au Pays Basque espagnol. J'étais invité pour recevoir un prix, mais surtout pour saluer la mémoire d'un élu du Parti populaire et d'un grand militant socialiste, tous deux assassinés il y a quelques années par l'ETA. Personne n'oublie. Les familles, les victimes, la société ne peuvent pas oublier. Et donc, il faut rappeler la mémoire, les valeurs. Et surtout, pourquoi Claude Erignac, un préfet, ce qui n'était pas arrivé depuis la Libération, avait été assassiné lâchement par des terroristes? Justement, le président de la République a eu des mots très fermes, très durs. Est-ce qu'en durcissant le ton, il ne prend pas le risque d'affaiblir les plus modérés et finalement de laisser la part belle aux nationalistes les plus radicalisés? Moi, j'avais espéré, et donc je veux saluer le discours d'Emmanuel Macron hier à Ajaccio. Bon, on commémorait la mémoire d'un préfet et d'un grand préfet, c'est-à-dire le symbole de l'État. Et il fallait tout simplement rappeler des principes. Et ces principes, ces valeurs,
pour moi, sont très importantes. Parce que ce qui joue en Corse, c'est pas uniquement le rapport avec des forces politiques, les autonomistes ou les indépendantistes, ou l'avenir de la Corse, qui, évidemment, c'est important. Mais c'est quelque chose de plus large. Partout en Europe, on voit monter des nationalismes, des séparatismes, des populismes. Nous vivons une crise identitaire. Donc, ce qui se joue en Corse a force de symbole pour le reste de la France. Donc, il ne faut lâcher sur rien. Bien sûr, sur la question de... Sur le rapprochement des prisonniers corses, le gouvernement alors dit pas d'amnistie, mais réfléchit, pourquoi pas, au cas par cas. Est-ce que là-dessus, sur ce sujet, vous avez évolué? Mais d'abord, sur l'amnistie, c'est important de dire ce que le président de la République a dit. Pas d'amnistie. Ça aurait été une insulte, vous vous rendez compte, en plus hier, mais pas seulement. D'une manière générale, ça aurait été une insulte à l'égard de ceux qui ont tous, et je fais partie de ceux-là, qui ont la mémoire de Claude Érignac. Sur le rapprochement, il y a des règles, il y a des principes, il y a une administration pénitentiaire, il y a des juges, donc ça doit être examiné au cas par cas. Il y a aussi les conditions de sécurité au sein même des établissements pénitentiaires corses, et notamment à Borgo. Donc toutes ces questions doivent être examinées au cas par cas, mais il ne peut pas y avoir une règle générale de rapprochement des prisonniers. C'est vrai d'ailleurs pour les Corses. Il n'y a pas de prisonniers politiques par ailleurs, hein. Il y a des règles qui s'appliquent à tous les détenus. C'est vrai pour les Basques de l'ETA, c'est vrai pour tous ceux qui ont été condamnés. Quant aux règles pour ce qui concerne Colonna, ça me paraît difficile vu le type de régime qui lui est aujourd'hui appliqué. Il y avait un ministre qui était là, un ancien ministre. Oui, Jean-Pierre Chevènement était là. Qu'est-ce que vous pensez de sa présence hier à l'hommage rendu au préfet Érignac? Est-ce que c'était pas une forme de provocation? Il était le ministre de l'Intérieur en poste à ce moment-là. Je me rappelle bien, j'étais au cabinet de Lionel Jospin. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour Lionel Jospin parce que aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel est obligé forcément à une forme de discrétion, mais il était en plus un ami. Il connaissait Claude Érignac et je me rappelle l'émotion qui avait été la sienne, la nôtre quand nous avions appris l'assassinat de ce préfet. Jean-Pierre Chevènement est un grand républicain. Il symbolise avec d'autres ce qu'est la République, le rôle de l'État. Il a été toujours d'une très grande fermeté, et je la partage, vis-à-vis de la Corse. Donc sa présence hier était bien sûr la bienvenue. Il y avait d'ailleurs aussi le président du Sénat qui représente les territoires et qui représente la diversité des territoires, mais aussi l'unité de ces territoires. Donc ces symboles étaient importants. Autre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'actuel, lance demain la police de sécurité du quotidien. Est-ce que c'est la bonne réponse, selon vous, à l'insécurité et aux incivilités ressenties dans le quotidien des Français, notamment dans les quartiers? Il va expérimenter. Moi, j'ai mis en place des zones de sécurité prioritaires qui ont donné des résultats dans ces territoires où c'est encore plus difficile, où il y a des trafics de drogue, où il y a de la violence sur les personnes, sur les dépositaires de l'autorité publique. Oui, donc on va voir à l'épreuve. Je pense que les policiers, les gendarmes attendent qu'on poursuive ce que nous avions fait, c'est-à-dire tout simplement la modernisation des hôtels de police, là, des brigades de gendarmerie, les moyens. Des quartiers prioritaires quand même. Oui, mais cette généralisation se fait d'abord sur la base d'une expérimentation. Il y a des quartiers où on voit bien, c'est l'État qui est mise en cause à travers les agressions verbales, physiques, la violence incroyable, insupportable à l'égard des forces de l'ordre. Donc moi je partage l'idée d'une police présente sur le terrain et dans un rapport sans naïveté avec la population. Mais vous savez, le rapport entre la police et la population, et entre la police et ceux qui n'ont rien à se reprocher, ce rapport est de bonne qualité. Et moi, ce que j'attends, surtout, c'est qu'on poursuive ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre et ceux qui s'en prennent tout simplement aux habitants des quartiers populaires, parce que c'est eux qui sont victimes de cette injustice supplémentaire qu'est l'insécurité. Est-ce que c'est le retour de la fameuse police de proximité qui était chère à Lionel Jospin, dont vous venez de parler ? Je ne crois pas. En tout cas, le gouvernement n'utilise pas ce mot, mais qu'on fidélise... Dans l'esprit, en tout cas. Mais qu'on fidélise davantage la police
sur le terrain, dans un rapport avec la population, avec les commerçants, avec les bailleurs, avec les gardiens, avec bien sûr les élus, qu'il y a un lien encore plus fort avec la police municipale. À Évry, moi je parle d'expérience, la vraie police de proximité, ça l'est toujours, c'est une police municipale qu'avec Francis Choix, le maire d'Évry, nous avons voulu particulièrement puissante, armée, avec des moyens et présente sur le terrain. Mais d'une manière générale, on parlait de la Corse, on parlait de cette police de la sécurité du quotidien. Ce que les Français attendent, c'est un État fort. On en parlait il y a un instant pour l'épisode Neigeux. C'est que la République soit présente partout. C'est qu'on ne transige pas sur les droits et les devoirs, sur les règles. La Corse, c'est la France et la République. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit, comme on dit. La police et la gendarmerie doivent pouvoir être présentes partout. Il y a un besoin d'autorité. Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que l'autorité et la gauche, c'était la même chose. Eh bien, cette autorité républicaine, elle doit s'appliquer partout. Une petite question, Manuel Valls, sur une des promesses d'Emmanuel Macron, qui était la forfaitisation de la consommation de cannabis. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que sur ce sujet, vous avez évolué? Nous avions déjà expérimenté en partie un de ces dispositifs. Donc, sur la base d'un rapport parlementaire de collègues de la commission des lois, oui, je crois que c'est une bonne idée, tout en gardant un message très clair sur l'interdit. Vous avez évolué là-dessus? Sur l'interdit. Non, pas sur ce sujet-là. Là où je n'ai pas, en tout cas, évolué et où les choses doivent être très claires, c'est sur la légalisation, sur le fait que c'est un problème de santé publique majeur, surtout chez les plus jeunes, et que là-dessus, il faut évidemment rester ferme. Sur la gauche, sur la gauche, justement, vous en disiez un petit mot. Dans une émission qui passe ce soir au tableau, vous étiez invité, des enfants vous interrogeaient. Pour la première fois, vous avez fait état de regrets quant à votre participation à la primaire de la gauche. Vous avez même dit que vous avez eu l'impression d'être tombé dans une sorte de piège. Alors d'abord, qui vous a piégé? Et est-ce que vous avez été forcé à aller dans cette compétition? Non, c'est un dialogue très agréable avec des enfants qui posent des questions très, très, très politiques, mais un côté frais, mais ici aussi, hein, c'est frais, c'est sympathique, vous inquiétez pas, vous êtes tous très jeunes. Oui et non, bien sûr qu'il y a des regrets, vu le résultat et vu ce qui s'est passé. Mais je crois que je n'avais pas tellement le choix, d'une certaine manière, à partir du moment où François Hollande avait renoncé à être candidat à sa propre succession. Avant qu'il renonce lui-même, vous avez dit « je suis prêt » dans les médias, vous avez fait des interviews. Donc, vous l'avez un peu poussé vers la sortie. Non, je n'y crois pas un seul instant. On ne pousse pas un président de la République sortant à ne pas être candidat. Je pense que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu être candidat venaient de loin et sont très profondes. Mais à partir du moment où il n'était pas candidat, il était très difficile que son Premier ministre, et que d'une manière générale, la gauche réformiste, la gauche sociale réformiste que j'incarnais comme chef du gouvernement, ne soit pas candidat. Mais c'est vrai que cette primaire voulue organiser pour François Hollande, absurde pour un président de la République sortant et qui s'est vite transformé dans une primaire de mise en cause du quinquennat, était un piège. Mais je dis dans cette même émission et à ses enfants qu'il ne faut pas vivre avec des remords et des regrets. Voilà, c'est ainsi. À l'époque, vous aviez dans cette bataille de la primaire un lieutenant qui s'appelait Luc Carvounas, qui est maintenant député. Il est aujourd'hui candidat pour prendre la tête du Parti Socialiste. Ils sont 4 candidats. C'était votre ex-lieutenant, sauf que maintenant, il dit qu'il ne vous doit rien. Il est même sur une ligne politique qui est assez éloignée de celle que vous défendiez. Est-ce que ça existe finalement, la fidélité en politique? Oui, je crois. Moi, j'ai été très fidèle, très engagé auprès de Michel Rocard, de Lionel Jospin, que je citais il y a un instant, comme chef du gouvernement vis-à-vis de François Hollande, y compris contre l'avis d'un certain nombre de mes proches qui m'invitaient, c'était le cas d'ailleurs de Luc Carvounas, à quitter le gouvernement. Non, c'était pas ma conception de l'État, mais je ne suis pas son porte-parole, à chacun sa cohérence. Et surtout, vous savez, j'ai quitté le Parti Socialiste. Je considère que le cycle social-démocrate est fini, en France et en Europe, que le Parti Socialiste est, comme on dit, mais vous regrettez son attitude mort. Vis-à-vis de vous? Non, moi je ne regrette rien. Chacun est libre et chacun construit son parcours politique et son destin. À vous, aux militants socialistes, aux électeurs, de choisir. Mais j'ai quitté le Parti Socialiste, donc je ne vais pas participer de ce casting. Encore une fois, ce qui me semble le plus important, c'est que cette social-démocratie est morte.
son cycle historique est fini. Je crois qu'il faut construire autre chose. Nous sommes dans une phase de décomposition, recomposition de la vie politique. Ça n'est pas fini. Il y a quelque chose qui se construit, c'est vrai, avec En Marche, avec la majorité présidentielle. On est en décomposition ou en recomposition politique ? Les deux, il y a une phase de décomposition encore, on le voit à gauche, et une phase de recomposition qui se fera aussi à l'aune des résultats de l'action gouvernementale, de ce qu'en pensent les Français, de grands sujets comme l'Europe, et de la vision qu'on a de la République, de la laïcité, de la crise que vivent les États-nations. Et ma voix, elle est originale, elle continuera de se faire entendre. Vous dites que vous avez des regrets par rapport à la primaire. Depuis un an, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même que vous ne saviez pas, ou peut-être que vous n'aviez pas envie de savoir ? C'est difficile comme question parce que elle est très personnelle. D'abord qu'il faut être capable de prendre du recul sur soi-même et sur l'action qu'on a menée. J'écris un livre comme d'autres, mais qui portera bien sûr sur l'action passée, mais aussi sur le monde, l'Europe, sur ce que je pense d'abord et avant tout de la France. Et puis bon, d'une certaine manière, malgré les événements, malgré la dureté des événements, moi j'aime la politique, j'aime l'action publique, j'aime servir mon pays. Donc ce que j'ai appris de moi-même, c'est que malgré les coups, il y a une forme de résilience. Vous savez, quand on a vécu ce qu'on a vécu face au terrorisme, ce qu'ont vécu les Français, un, on n'a pas le droit de se plaindre, et deux, il faut continuer de servir son pays si on en a envie. Il ne faut jamais faire la politique uniquement par habitude, parce qu'on ne saurait pas faire autre chose. Moi, j'aime servir mon pays, et tous les événements d'aujourd'hui, ceux que nous commentons, sont une démonstration de, on peut continuer d'une autre manière à servir les Français. Donc l'envie est toujours là, et c'est un livre de résilience et de recomposition politique ? Oui, bien sûr. Moi, ce qui me passionne, c'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, en Europe, dans les pays voisins. Et c'est comment on vit ensemble dans nos pays. Comment on fait face aux grandes crises migratoires, celle du terrorisme, à la montée du populisme, du racisme, de l'antisémitisme. Quelle est la réponse de l'État ? Comment on peut continuer à mener des politiques de progrès ? Et puis comment on répond aussi concrètement à nos concitoyens qui s'interrogent sur le chômage, sur le pouvoir d'achat. Ce sont quand même les grandes questions d'aujourd'hui. Quelle est la réponse d'une gauche progressiste et républicaine ? Voilà, moi je suis un patriote, un Français patriote, un républicain, un progressiste, un social réformiste. Et comment on allie efficacité économique et justice sociale ? C'est ces réponses que je veux apporter à ma manière. Justement, une dernière question, puisque vous évoquez le pouvoir d'achat sur les projets du gouvernement. Édouard Philippe a évoqué hier soir le retour de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça avait été supprimé par François Hollande. Son gouvernement l'envisage sans doute pour le budget 2020. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure ? Je prône cette mesure depuis déjà plusieurs mois. Pendant la primaire que vous évoquiez il y a un instant. Malgré sa suppression par François Hollande. Oui, mais parce que j'avais considéré que c'était une erreur, notamment en termes de pouvoir d'achat pour les salariés du privé comme pour les fonctionnaires. Il y a une demande très forte de pouvoir d'achat. Fonctionnaires qui appellent à une journée de manifestation. Il y a une demande très forte de pouvoir d'achat de la part des salariés. Donc oui, il faut mettre le plus vite possible en œuvre. Ils ne voient pas pour l'instant les Français les résultats cette mesure. Mais c'est normal, il y a de l'impatience. On dit partout, vous les premiers, que ça va mieux. En tout cas, il y a de la croissance. On crée des emplois. Donc il y a une demande, une exigence des Français qu'il y ait ce pouvoir d'achat. Donc pouvoir d'achat pour les salariés, les ouvriers de ce pays, et grand respect de la fonction publique. On le voit bien avec ce qui se passe avec cet épisode des Jeux. On a besoin d'un État, de services publics forts, avec des réformes bien sûr, mais moi j'attends aussi du gouvernement un message de respect, de très grande considération à l'égard des fonctionnaires. Et ensuite on peut engager des réformes, notamment pour leur statut, leur rémunération, leur régime indemnitaire, la reconnaissance de l'État à l'égard de la fonction publique. Merci beaucoup Manuel Valls d'avoir été l'invité ce matin de Territoire d'Info. Merci Nathalie Moret et Marcelo Vesfred d'être venus sur ce plateau ce matin. Tout de suite, on passe au débrief de la matinale avec Denis Jambard et Yves Tréhard. Denis Jambard, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette intervention de Manuel Valls ce matin ? On va commencer par la Corse. Écoutez, ne rien lâcher.
répété l'ancien Premier ministre. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans le discours de Manuel Valls. On sait que c'est un homme de gauche, mais qui, parmi les premiers à gauche, a ce réalisme, je dirais, sur tous les sujets qui ont trait au pouvoir régalien, et notamment à la sécurité, à la continuité de l'État, à l'ordre républicain. Et là, il a le discours qui a été prononcé hier par Emmanuel Macron, qui était un discours de fermeté. Parce que je pense que ce voyage va se dérouler en deux temps avec du yin et du yang, si vous me permettez l'expression. Et ben c'est un discours qu'aurait pu prononcer et qu'aurait prononcé Manuel Valls. Manuel Valls, évidemment, qui a toujours été d'une très grande fermeté face au sujet corse. Oui, il est fidèle à lui-même, et c'est vrai, j'allais le dire aussi. Donc je le dis. Il aurait pu prononcer le discours que le président de la République a prononcé hier. Je crois que c'est important, ce type de position. Alors après, il y a des questions de stratégie. Faut-il rentrer par la fermeté et puis faire des concessions après ? Et lesquelles ? Visiblement, et lesquelles ? Je crois notamment que... Denis, il ne pouvait pas faire autrement, il commençait par le... Je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix à faire, et je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité, en tout cas, si on veut respecter l'article 1 de la Constitution qui dit que la République est indivisible. Vous n'allez pas proposer l'amnistie alors que vous rendez hommage à... Néanmoins, dans le cadre de cet article 1... Quand vous l'analysez, il y a des aménagements de compétences qui peuvent être faits. Néanmoins, on ne peut pas aller sur les positions des autonomistes ou nationalistes corses ou indépendantistes, parce que, franchement, c'est comme l'a dit quelqu'un hier, je crois, c'est le beurre, l'argent du beurre, et on se moque de la crémière en plus. Est-ce qu'il n'y a quand même pas quelques concessions à faire pour peut-être ne pas affaiblir les nationalistes les plus modérés, les plus mesurés? C'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Je pense que c'est l'objet de la conversation qu'il y a eu hier. Ça va être l'objet du discours d'aujourd'hui. Si vous voulez, le problème, c'est qu'ils sont sur deux terrains différents. Le terrain du président de la République me semble être un terrain d'ordre économique, c'est-à-dire il faut adapter la législation nationale à la réalité corse au nom d'un droit de différenciation qui sera un droit d'ailleurs qui pourra être accordé à toutes les régions de France, pas uniquement à la Corse. Mais qui existe à travers l'article 74 de la Constitution. Non, l'article 72. Il ne veut pas aller à l'article 74 ni à l'article 73, parce qu'il ne veut pas rendre justement la Corse comparable à la Guadeloupe, aux Antilles. Et l'article 74, là c'est encore plus, c'est Wallis et Futuna, c'est la Nouvelle-Calédonie, tout ça. Donc ça, si vous voulez, il est sur un discours économique. Les nationalistes, ils sont sur un tout autre discours. Et d'ailleurs, ils sont un front désuni, si vous me permettez l'expression. Ils sont unis, mais sur le plan idéologique, ils le sont un petit peu moins. Parce que vous avez des indépendantistes. Oui, il y a des nuances importantes. Et vous avez des autonomistes. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent la reconnaissance de l'identité corse. C'est tout à fait différent. Et il est évident, enfin moi j'en suis quasiment persuadé, que le président de la République ne va pas s'engager, si vous voulez, sur ce terrain-là, parce qu'à partir du moment où vous vous engagez sur ce terrain-là, eh bien vous jouez évidemment perdant. Oui, donc il fera quelques concessions même sur les la autonomistes, langue, mais pas la coefficialité. Une ambiguïté, puisqu'on les appelle tous nationalistes. Eh ben oui. Nationaliste, ça veut dire nation. Bien sûr. Ils veulent en réalité, les uns et les autres, que la Corse soit reconnue comme une nation. Ça, c'est absolument pas acceptable par le chef de l'État. Ou alors, sur ce moment-là, on fait un vote sur l'indépendance et on regarde le résultat. Exactement. On passe à la politique nationale avec les regrets évoqués par Manuel Valls sur la campagne des primaires l'hiver dernier. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont des regrets plutôt sur justement la campagne qu'il a menée ou même sur sa candidature? Qu'est-ce que vous en pensez, je crois que c'est Denis un regret Jean-Bart sur la situation dans laquelle il s'est trouvé. Mais il faut dire que les circonstances ont joué contre Manuel Valls. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, en réalité, la présidentielle, en ce qui concerne François Hollande, était jouée depuis longtemps et perdue depuis longtemps. Mais Manuel Valls, je pense, avait son propre calendrier vu la situation du président de la République, qui aurait été de partir sans doute au début de l'été 2016. Mais il y a eu les attentats de Nice et il était impossible de déserter Matignon et l'État à ce moment-là. Et donc ça a laissé le terrain de Manuel Valls ouvert à Emmanuel Macron. Et donc il l'a occupé en effet dès la fin du mois d'août. Et à partir de ce moment-là, il n'avait pas d'autre choix en réalité que de se présenter à la primaire. Mais la voie était fermée.
Oui, je pense qu'il savait, si vous voulez, même si on n'avait peut-être pas conscience, on ne refait pas l'histoire, mais il savait qu'il allait au casse-pipe. Pourquoi il allait au casse-pipe? Parce que de toute manière, il était l'incarnation de l'héritage hollandais. Et Dieu sait si cet héritage hollandais était considéré, jugé de façon très négative par tous les Français, y compris les gens de gauche et les sympathisants du Parti socialiste. Donc, il était le porteur, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas lui qui a gagné, c'est quelqu'un qui se défaussait et qui s'est défaussé de cet héritage qui a gagné. Ça, c'était la première remarque qu'il faut faire. La deuxième remarque qu'il faut faire, c'est que Manuel Valls avait à ses côtés quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Macron et qui finalement était le porteur d'un message très valsien. Hein, il faut dire la réalité. Sur le plan économique, sur le plan des sujets régaliens, d'une certaine façon, eh bien, Manuel Valls s'est fait, si vous me permettez l'expression, un petit peu doublé sur sa droite par Mais il faudra mettre d'ailleurs, du point de vue de l'histoire, au crédit de Manuel Valls, d'avoir été le premier, même beaucoup plus que Rocard, à penser la modernisation de la gauche et son inscription dans le monde actuel. Et c'est vrai qu'il s'est fait voler le feu qu'il avait allumé par Emmanuel Macron, en raison beaucoup aussi des circonstances et sans doute du jeu un peu pervers du chef de l'État. Manuel Valls ne dénoncera jamais, je crois, par loyauté. Mais il serait intéressant de savoir comment il a vécu sa relation avec le président de la République, qu'il a quand même petit à petit détruit. Il y a eu une erreur stratégique de la part de Manuel Valls depuis longtemps d'ailleurs. Fallait-il aller à Matignon? Oui, Manuel Valls aurait dû se déporter très vite compte tenu du message qui était quand même très singulier par rapport au reste de la gauche. Est-ce que, eh bien, il n'a pas trop tardé finalement à affirmer ce message et à se dire bon bah c'est plus à l'intérieur du Parti socialiste que je peux le porter. Mais je crois que ce qui a faussé un peu la donne pour lui, c'est le fait que la dérive en termes de popularité de François Hollande s'est dit bon bah moi je vais être l'homme justement qui va essayer de redresser la barre. Surtout qu'à partir de 2014, François Hollande a changé de discours économique. On était dans un discours qui était compatible avec Manuel Valls. Donc là il s'est dit c'est peut-être le moment. Alors que c'est peut-être le moment où il aurait dû justement prendre son envol. Mais on sent toujours que l'envie est là. Avec l'écriture, avec ce livre en préparation. Il pose les bonnes questions et il soulève les bons sujets. Ces dérives en Europe populiste, ces revendications identitaires. Et aujourd'hui, en effet, la question du pouvoir d'achat et du chômage. Ce sont des vieilles questions françaises et notamment le chômage, parce que le pouvoir d'achat a plus progressé qu'on ne veut bien le dire dans ce pays au cours de ces dernières années. Mais il est vrai, il est sur les bons terrains. Maintenant, peut-il transformer ça en un nouveau chemin politique pour s'ouvrir une nouvelle voie? Oui, dans c'est ça la question. Quel espace peut-il encore trouver? L'espace, c'est pas lui. Enfin, lui, il peut le créer, évidemment, mais je pense que c'est très clair. Si Emmanuel Macron échoue, il est évident que peut-être une alternative. Manuel Valls, je ne sais pas si peut-être une alternative, mais ce qui est sûr, c'est que s'il échoue, Emmanuel Macron, il se retirera. Je ne le vois pas rester, si vous voulez, en politique. Enfin, il fera son mandat, mais il ne... Et à ce moment-là, Emmanuel Macron... Vous ne le voyez pas être candidat à un deuxième retrouvera un espace. Mais si Emmanuel Macron réussit, ou en tous les cas est jugé positivement par les Français, ça sera beaucoup plus difficile pour lui, et d'ailleurs pour tout le monde, parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire qu'il est là pour un petit moment. Donc il ne peut parier que sur un échec d'Emmanuel Macron. Sauf à ce qu'il modifie la Constitution. Voilà. Donc on peut parier que sur un échec d'Emmanuel Macron, alors. Mais beaucoup, pour le moment, de toute manière, dans le paysage de toute actuel, façon, c'est comme ça que fonctionne la politique. C'est quand même le pari que font tous les uns et les autres. Hein. Mais de toute façon, c'est comme ça que fonctionne l'alternance dans ce pays. C'est sur l'échec des uns et des autres, ce qui ne fait pas d'ailleurs l'intérêt du pays et son redressement. Très bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Territoire d'Info ce matin pour débriefer cette interview de Manuel Valls, qui était donc notre invité politique dans cette matinale. Très bonne journée à tous sur l'antenne de Public Sénat.